Très bien, mesdames et messieurs, nous savions déjà qu'Emmanuel Macron et Brigitte regardaient cette série, mais je suis ravie de vous annoncer que c'est aussi le cas de leur entourage, ou plutôt de leur ancien entourage, je suppose. La semaine dernière, nous avons parlé d'Alexandre Benalla. Je vous l'ai présenté, leur ancien adjoint au chef de cabinet, qui a été surpris en train d'usurper l'identité d'un policier et de passer à tabac des manifestants dans la rue. Eh bien, devinez quoi? 2 jours plus tard, ce jeune homme a commencé à me suivre sur Instagram. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Alors, re-bienvenue. Bonjour Alexandre Benalla. Bienvenue à nouveau dans notre série Devenir Brigitte. Honnêtement, je n'en revenais pas quand je l'ai vu. C'était comme une notification prioritaire sur mon Instagram. C'est comme si Alexandre Benalla avait commencé à te suivre. Et j'étais là, genre, wow, évidemment, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas vraiment sûre de la raison de ce suivi, étant donné que mon profil est public, donc tu n'as pas besoin de me suivre. Tu peux simplement regarder mon profil en privé. J'en déduis qu'il voulait que je sache qu'il me suivait. Mais vous me connaissez? Je ne laisse jamais passer une occasion. Donc, en gros, je l'ai contacté dans ses messages privés. Je suis allée glisser dans les DM d'Alexandre Benalla. Voilà ce que je lui ai dit, d'accord? J'ai dit, je suis contente que tu apprécies ma série. Voudrais-tu y participer pour que ta voix soit ajoutée? Et regardez, il est écrit « Vu il y a 12 heures, Alexandre Benalla m'a laissé en vue ». Tellement triste, vraiment triste. Enfin bref, je suppose qu'on va juste lui laisser un peu de temps. Peut-être qu'il répondra, peut-être qu'il contribuera. L'idée, c'est toujours de m'assurer que je représente les gens de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel. Personne ne veut me donner de réponse. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est simplement reprendre là où on s'est arrêté. Nous avons parlé de Véronique et c'était évidemment extrêmement explosif pour beaucoup de gens d'apprendre que vous aviez cette personne qui était manifestement très intellectuelle, qui parlait de Chopin, de poésie, de Paul Verlaine et qui évoquait comment ils avaient besoin de cette plateforme en parlant d'une émission en 1977 pour essentiellement militer afin qu'il y ait des droits pour les personnes transgenres. Et je veux parler spécifiquement de Véronique en ce qui concerne ce qui a été proposé, un point sur lequel nous ne nous sommes pas attardés lors du dernier épisode. Il y avait une partie de la correspondance qui va devenir importante. Donc, lorsque l'intervieweur a demandé à Véronique, « Est-ce que vous vivez seule? » Rappelez-vous, Véronique a répondu et a dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union à la manière de George Sand et Chopin. » Chopin était probablement un transsexuel. Son style de mélodie, la façon dont il joue le montre assez clairement. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlaine est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc cet individu trans qui parle exactement comme Brigitte Macron, selon AI Tech, ils disent que c'est la même personne, bien que la voix ait vieilli avec le temps. Ils ont les mêmes tics de langage, c'est-à-dire. Mais on apprend dans cette petite correspondance que cet individu trans, ou s'identifiant comme trans, a dit ou a en fait déclaré « Je me suis toujours considérée comme une femme » et utilisait ce nom Véronique pour les besoins de l'entretien. A avoué vivre avec une femme à la manière de George Sand et Chopin. Quoi que cela veuille dire, on sait que cette personne a un partenaire d'une certaine sorte, une amie, une partenaire. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Mais ensuite, nous avons appris que Jean-Michel Trognot, autre étrange coïncidence, peu de temps après cet entretien, s'est trouvé à épouser une femme nommée, oui, vous l'avez deviné, Véronique, bien sûr. Véronique Drew, que nous vous présentons maintenant, et Jean-Michel ont célébré leur mariage le 24 novembre 1980 à Blanchy-Tronville, une ville ou un village nommé Blanchy-Tronville. D'ailleurs, l'union n'a été annoncée qu'après coup. D'accord, donc elle n'a pas eu lieu après coup. Le journal local, Le Courrier Picard, en a parlé. Un petit article à ce sujet. Et dans cet article, puisque nous ne parlons pas tous français, il est précisé que l'union entre ces deux personnes, entre Monsieur et Madame Jean Trognot et Madame Jacques Drew, a eu lieu dans la plus stricte intimité. Avez-vous déjà entendu cela auparavant? Nous avons déjà entendu cela, n'est-ce pas? Dans la plus stricte intimité.
Je me souviens que Typhon a utilisé exactement la même expression lorsqu'elle a décrit l'enterrement de son père, sauf que nous avons appris plus tard que son père n'avait pas été enterré. Il a été incinéré, mais peu importe. C'est ce qu'a déclaré Paris Match. Dans la plus stricte intimité, alors Jean-Michel Trogneau se marie. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se marient et qui veulent s'assurer que ce soit dans la plus stricte intimité, mais c'est ce qui s'est passé entre ces deux individus, Véronique et Jean-Michel Trogneau. Maintenant, et vous ne devinerez jamais qui était le témoin de ce mariage. Brigitte Trogneau. Alors, mec, ses frères et sœurs sont vraiment proches, ce qui rend encore plus étrange que plus tard, cette personne qui prétend avoir été Brigitte Trogneau, qui vit à l'Élysée en tant que première dame, ait simplement essayé de couper son frère, Jean-Michel Trogneau, de sa vie jusqu'à ce que les journalistes découvrent qu'il manquait quelqu'un. Mais oui, il est enregistré que Brigitte Trogneau était le témoin, le seul témoin qui a signé pour ce mariage strictement confidentiel. D'accord. Ensuite, il est enregistré que Jean-Michel Trogneau et Véronique Drew ont eu un enfant, Jean-Jacques Trogneau. C'est l'enfant que nous vous avons montré et qui ressemble presque trait pour trait à Emmanuel Macron. C'est vraiment difficile de me convaincre que ces deux personnes, oui, ne sont pas liées, mais elles ne le sont pas, les gars, pas selon la version officielle. Elles ne sont certainement pas mariées. Voilà pour le côté de la famille de Brigitte. Et puis, 2 ans plus tard, Jean-Michel Trogneau et Véronique Drew ont une fille, Valérie. Puis, très peu de temps après, ils divorcent. Leur divorce est finalisé en 1987. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après le divorce, Véronique Drew se remarie des années plus tard, en 1998, avec un homme nommé Alain de la Simone. C'est un grand assureur d'Amiens. Maintenant, il faut noter qu'après son mariage avec Jean-Michel, Véronique monte en gamme. C'est-à-dire qu'elle a maintenant de l'argent et commence à mener la grande vie, une vie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. D'accord? Ça peut arriver. J'imagine qu'on peut monter en gamme dans la vie, mais cela vaut la peine d'être souligné qu'elle vit d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Donc, naturellement, le journaliste Xavier Poussard l'a contactée. Cela semblait être un bon point de départ. Par exemple, si vous essayez de déterminer si Jean-Michel Trogneau a fait une transition et est devenu Brigitte Macron, vous devez être prêt à accepter des preuves qui pourraient indiquer que vous avez tort, que votre thèse est fausse. Et jusqu'à présent, tout le monde fait chou blanc. C'est juste qu'ils ne veulent pas vous donner de réponse. On reçoit ces photos fabriquées ou des photos qui ne peuvent provenir que de Best Image, uniquement de Mimi Marchand, des images auxquelles il ne faut bien sûr pas faire confiance, car Mimi Marchand a un lourd passé criminel. Elle a été accusée de nombreux faux, de nombreux cas d'extorsion, et elle a actuellement de gros ennuis. Bref, Xavier Poussard a donc décidé de contacter Véronique Drew. Et devinez quoi? Elle lui a parlé, comme c'est étrange, quelqu'un de la famille, du cercle proche, qui parle à un journaliste, et elle voulait lui parler. Vous savez, quand il l'a contactée sur WhatsApp, elle a dit « Oui, fixons un rendez-vous pour parler plus tard ». Et en gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu démentir ces rumeurs concernant son ex-mari d'il y a très très longtemps, Jean-Michel Trogneau. Je vais donc lire ce passage directement tiré du livre de Xavier Poussard, disponible sur Amazon et intitulé « Devenir Brigitte ». Et je veux que vous vous souveniez que Xavier Poussard est méticuleux. Il a conservé des enregistrements de chaque personne à qui il a parlé au cours de cette enquête de 8 ans. Donc, dans son livre, il écrit ceci à la première personne. Je cherchais donc à contacter Véronique Drew. Quelle était la réalité matérielle de son mariage avec Jean-Michel Trogneau? Qui était-il? Comment et quand s'étaient-ils séparés? Après avoir épousé Trogneau, Véronique Drew a poursuivi son ascension sociale en épousant un La Simone, désormais répertorié dans le bâtin mondan. C'est là que j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Elle a accepté de me recontacter le lendemain, ce qu'elle a fait. Notre conversation a duré 1 demi-heure. Même si elle répète souvent les propos entendus dans l'entourage de Trogneau, par exemple, « Ces femmes sont folles », en parlant de Natasha Ray et Amandine Roy, elle fait d'abord semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. À propos de Jean-Michel qui devient Brigitte, c'est bien ça. Écoutez, monsieur, je ne sais pas. De toute façon, c'est ridicule. Parce que j'ai 2 enfants avec Jean-Michel. J'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait un arbre généalogique où ils ont même suggéré que je pourrais être la mère de Macron.
Véronique Drew fait bien sûr référence aux questions soulevées par les internautes à propos de l'étrange ressemblance physique entre Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Elle poursuit et dit « Écoutez, monsieur, je suis divorcée de Jean-Michel Trogneux depuis de nombreuses années. Écoutez, monsieur, je me suis remariée et mes enfants sont ici. Je ne veux pas de problème, mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. C'est ridicule. J'avais 2 boutiques de chocolat à Beauvais. Eh bien, j'ai eu 2 enfants. Ça n'a pas marché. Alors, je suis retournée vivre chez ma mère et c'est tout. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. Xavier dit, je la prends au mot et je lui demande des photos de son passé commun avec Jean-Michel Trogneux en promettant que si elles sont concluantes, il fermera l'affaire sans même publier ses photos. Et Véronique Drew lui répond, Brigitte m'a dit de ne pas m'en mêler. Je ne veux pas d'ennui concernant mes enfants ou parce que cela n'a plus de rapport avec la famille. D'accord. Donc, il y a quelques points que je veux que vous reteniez, juste pour souligner à propos de cette petite correspondance. Elle dit à Xavier qu'après le divorce entre elle et Jean-Michel Trogneux, elle est allée vivre chez sa mère. D'accord. Elle insiste aussi avec force sur le fait que Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux, mais aussi que Brigitte lui a dit de ne pas s'en mêler. C'est assez étrange. Dès le départ, c'est étrange parce que vous avez eu 2 enfants avec son frère et vous voulez me dire que ce n'est pas seulement votre ex-mari, Jean-Michel Trogneux, la personne avec qui vous avez élevé vos enfants, qui vous a dit quelque chose, mais plutôt son ancienne, sa sœur, votre ancienne belle-sœur qui vous a dit de ne pas vous en mêler. D'accord, ça semble un peu étrange. Je m'attendrais à ce qu'elle dise « Jean-Michel Trogneux m'a dit de ne pas m'en mêler. Vous êtes tous fous. Allez-vous-en. » Mais d'accord, mettons ça de côté pour l'instant. Tu es allé vivre chez ta mère après le divorce et pour une raison quelconque, tu écoutes ce que Brigitte Macron te dit de faire plutôt que ton ex-mari, que tu devrais considérer comme ton ex, que tu n'as pas mentionné dans cette conversation et qu'elle ne mentionne pas non plus comme ayant une relation actuelle avec elle. D'accord. Donc, pour revenir à la conversation de Xavier, revenons à la première personne. Il dit ceci dans son livre. En tant que moi, Xavier, j'affirme qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron parce que c'est à cause de son silence que sa propre photo, ainsi que celle de ses enfants, John Jack en particulier, circulent sur les réseaux sociaux. Elle me coupe la parole et lâche inexplicablement. Et aussi, je connais le père de Macron. Bon, je ne le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens, mais je ne le savais pas. Emmanuel Macron. Nous habitions à Toulon. Je ne le connaissais même pas. Je l'ai vu au mariage de ma fille, la première fois que je le voyais. Ensuite, j'entends une autre personne au téléphone. Véronique Drew s'arrête, visiblement gênée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Et toi, comment t'appelles-tu » Fin de la conversation. Donc, nous devons comprendre de cette conversation que quelqu'un était dans la pièce. D'accord, a-t-elle dit. J'accepte de vous parler. Et puis, il y avait quelqu'un dans la pièce lorsqu'elle avait cette conversation avec Xavier Poussard, qui l'a interrompue lorsqu'elle a donné un détail aléatoire mais très intéressant, qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, mais elle ne savait rien d'Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il apparaisse au mariage de sa fille Valérie. Et inutile de préciser qu'elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard la moindre photo de son ex-mari, ni de leur mariage strictement privé, rien qui aurait pu immédiatement dissiper ces rumeurs, ces années manquantes, pour ainsi dire, de la vie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Trogneux, et qui aurait permis de clore définitivement le sujet. Ils ne sont jamais prêts à faire ça, n'est-ce pas? Alors, ensuite, Xavier Poussard fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a enquêté sur ce qu'elle lui avait dit, d'accord? Véronique était-elle la George Sand du Chopin de Brigitte Macron? Est-ce qu'elles vivaient peut-être ensemble? Et a-t-elle peut-être aidé Brigitte Macron, à finalement se créer un alibi pour son passé? Ou disait-elle la vérité? Est-ce que tout le monde était fou et Jean-Michel Trogneux n'était que son ex-mari, bien vivant? Il ne peut simplement parler à personne pour le moment. Eh bien, je peux vous dire que Xavier a pu déterminer qu'il y avait un comportement très étrange de la part de Véronique après son divorce avec Jean-Michel Trogneux, à savoir qu'elle refusait de reconnaître son mariage précédent. Avec Jean-Michel Trogneux, même lorsque la loi l'exigeait. Par exemple, dans un document fiscal, le voici, daté de janvier 1992, elle a indiqué
qu'elle n'avait été mariée qu'une seule fois auparavant à un homme nommé Serge François. Et d'ailleurs, c'est vrai. Elle avait d'abord épousé Serge, puis elle a épousé Jean-Michel Trogneux. Mais bien sûr, elle a eu 2 mariages et elle omet Jean-Michel Trogneux. Elle dit « Je n'ai été mariée qu'une seule fois ». C'est un mensonge. Qui parmi nous mentirait sur un document fiscal? C'est un terrain très risqué. Elle ne veut pas être prise en flagrant délit de mensonge sur des documents fiscaux et pourtant, elle l'a fait. Elle a supprimé l'un de ses mariages, puis elle l'a refait dans une société civile immobilière publique qu'elle a créée pour acheter sa maison en Corse. Je pense que cela reviendrait à mettre sa maison dans une société à responsabilité limitée, SARL. En 2008, elle a déclaré dans un document délivré par un notaire qu'elle n'avait en réalité jamais été mariée auparavant. D'accord, elle a menti en présence d'un notaire et a de nouveau effacé son mariage avec Jean-Michel Trogneux, qui lui demandait en somme de faire comme si elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel Trogneux. Sur le document, elle l'a tout simplement effacé pour le reste de sa vie, on dirait. Tout ce que Xavier a pu trouver. Il a également pu déterminer, grâce à des documents, qu'elle lui avait menti au téléphone lorsqu'elle avait affirmé qu'après le divorce, elle était allée vivre chez sa mère. Il a pu trouver des documents qui lui ont révélé qu'en réalité, elle était allée vivre dans un appartement à Amiens qui appartenait au père de Jean-Michel Trogneux. Donc, la famille Trogneux l'a installée dans un appartement. Et je ne sais pas, ce n'est pas totalement étrange que votre beau-père puisse faire ça. Mais ce qui est étrange, c'est que vous mentiez à ce sujet des années plus tard, lorsque des gens commencent à poser des questions sur votre ex-mari. D'accord, c'est vraiment étrange. Il est également important de noter qu'à peu près à l'époque de leur divorce, d'accord, donc ils sont officiellement divorcés en 1987. On peut supposer qu'ils se sont séparés quelque temps avant cela, car pour que le divorce soit enfin validé, finalisé et scellé, cela prend généralement un peu plus de temps, peut-être 1 an si tout va très vite. Mais c'est à ce moment-là que Brigitte Macron, la Brigitte Macron que nous connaissons, d'accord, la Brigitte Macron des archives publiques, commence sa carrière très publique et traçable en tant qu'enseignante. D'accord, elle s'engage et entre. En 1986, à l'école Lucie Berger. Changement soudain de carrière, un changement de carrière total. Et ensuite, c'est tout ce qu'ils veulent nous montrer. Oh, regardez, elle a été enseignante ici, enseignante là et enseignante ailleurs. Et bien sûr, le futur amour de sa vie, Emmanuel, n'avait que 9 ans, donc il ne restait plus que 5 ans de plus. Et ensuite, Brigitte Macron, celle que nous connaissons, va rencontrer l'amour de sa vie. Oh, ai-je dit sa vie? L'amour de sa vie. C'est le bon moment pour vous dire que la plupart de ce que vous pensez savoir sur Emmanuel Macron jusqu'à présent, son héritage, eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai, objectivement. Emmanuel a eu un sérieux coup de pouce dans la vie. Ce type tellement discret, on ne sait pas grand-chose sur lui. Ce que l'on sait de lui est, je dirais, plutôt sinistre. C'est assez sinistre. Ça me fait penser, je ne sais pas, à ce film « Un crime dans la tête ». Je vais vous en parler après une courte pause pour nos sponsors. Je tiens simplement à remercier Preborn. Ils sont nos sponsors depuis le début de ce podcast. Nous savons qu'ils font un travail formidable. Planned Parenthood dépense des millions pour cibler des femmes vulnérables à qui l'on fait croire qu'elles devraient prendre la pilule abortive parce que c'est une solution rapide et facile. Mais ce que Planned Parenthood ne dit pas à ces femmes, c'est qu'il y a une dévastation qui s'ensuit. Il y a de la douleur, des regrets, la réalité d'avoir mis fin à une vie. C'est pourquoi Preborn intervient grâce à une technologie innovante. Preborn s'adresse aux femmes déterminées à avorter avant qu'elles ne prennent cette pilule, avant qu'il ne soit trop tard. En fait, à ce jour, le réseau de cliniques Preborn a sauvé plus de 300 000 bébés et a vu plus de 90 000 femmes venir à Christ. Mais cela ne s'arrête pas là. Le réseau de cliniques Preborn accompagne ces mamans à chaque étape, leur offrant des conseils et des fournitures de maternité et le soutien dont elles ont besoin pour choisir la vie. Mais ils ne peuvent pas le faire sans nous. C'est pourquoi seulement 28 $ permettront de financer une échographie pour une femme en situation de crise. C'est 28 $ pour l'aider à choisir la vie de son bébé. Donc, si vous souhaitez faire un don, composez le Jubber 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est Jubber 250 bébé ou faites un don sur preborn.com Candice. C'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle également Gold Co.
Le président Trump est de retour et cela pourrait évidemment être très favorable à l'or et à l'argent. Car lors du premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et celui de l'argent a bondi de 51%. L'or continuera-t-il à battre des records en 2025 et au-delà? L'or et l'argent sont utilisés comme réserve de valeur depuis des siècles. Comme vous le savez très bien, le gouvernement ne peut pas les manipuler facilement et ils sont connus comme des couvertures contre les risques du marché et l'inflation. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai acheté de l'or et de l'argent à mes grands partenaires de Goldco. Société d'or est une société de métaux précieux de premier ordre. Ils ont soutenu cette émission depuis le début, comme je l'ai dit, et ils ont aidé les Américains qui travaillent dur à acheter plus de 3 milliards de dollars en or et en argent. Ils savent ce qu'ils font. En ce moment, vous pouvez obtenir gratuitement leur kit or et argent 2025. En plus de cela, vous pourriez également être éligible à jusqu'à 15 000 $ de bonus en argent, voire plus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Très bien. Alors, concernant Emmanuel Macron, il se peut que nous vous ayons accidentellement raconté quelques mensonges. Je ne sais pas. Nous vous avons rapporté ce que les médias disaient à son sujet. Et les médias ont clairement brodé quelques histoires à son propos, le présentant comme un virtuose à la Mozart, en avance sur son temps, essayant, je ne sais pas, de faire accepter à tout le monde ce récit qui, au mieux, est une histoire de détournement de mineurs et qui pourrait d'ailleurs encore faire l'objet de poursuites jusqu'à la fin de cette année, ce qui serait fascinant. Mais oui, la presse a dit à tout le monde qu'il était juste un écrivain incroyablement doué qui aimait aussi jouer Chopin pour Brigitte au piano. OK, cool. Issu du livre de Xavier paru en 2020, le mythe de l'écrivain Macron a été définitivement démystifié par un journaliste. Comme s'il n'arrêtait pas de dire qu'il écrirait ses romans et que Brigitte parlerait de sa passion pour l'écriture et les interviews. Eh bien, essentiellement, ils ont réalisé que non, ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Et ils ont créé cette idée de lui, simplement parce qu'ils voulaient que le public croie qu'il était un génie et qu'il méritait donc d'être soudainement au centre de la politique, qu'il avait eu ce passé où il était en quelque sorte un jeune génie. Et comme je l'ai dit, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La réalité est que la véritable histoire d'Emmanuel Macron est plutôt du genre « faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez ». D'accord, c'est comme ça qu'on le dirait, « faites semblant jusqu'à y arriver ». Comme nous l'avons souligné précédemment, on ne sait pas grand-chose de son enfance. OK, c'est bizarre, cela devient vraiment étrange. Sa mère, comme nous le savons maintenant, était responsable du programme de réassignation sexuelle au Bureau de la Sécurité sociale. Son père était psychiatre. Mais selon Véronique, elle n'avait aucun souvenir qu'Emmanuel ait été à ses côtés. Sa grand-mère, Manette, on la connaît. Elle a clairement joué un rôle dans son enfance. C'est la seule dont il parle avec affection ou qu'il relie à son enfance dans son livre. Nous savons aussi que grand-mère avait un faible pour les livres centrés sur la pédophilie. C'était le truc de grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Elle aime ces livres centrés sur la pédophilie. Elle a été juste là, genre, « Hé, c'est un pédéraste! » Ouais, c'est vraiment cool. Parlons d'André Gide. Parlons-en. Parlons de tous ces passages étranges. Moi et mon petit-enfant, on partage ça ensemble. Comme je l'ai dit, on a appris qu'il était plutôt solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Les amis, les gens qui allaient à l'école avec lui, ne savaient même pas ce que faisaient ses parents. Eh bien, selon le livre du Wall Street Journal, l'ascension calculée de Macron, c'était la famille Rothschild. La banque Rothschild, qui a tout à voir avec son parcours professionnel. Et, fait intéressant, Xavier Poussard avait découvert que la banque avait commis une erreur interne dans leurs documents en indiquant que Macron, qui est censé être né à Amiens, était en fait né à Paris. Et d'ailleurs, ils ont fait cette erreur sur plusieurs documents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et en réalité, bien sûr, cela revient sans cesse. On nous dit dans la biographie officielle qu'il est né à Amiens. Ensuite, il y a l'ancien maire d'Amiens qui a dit non. Il est, Touquetois, c'est-à-dire originaire de la région du Touquet. Maintenant, nous avons la banque Rothschild qui déclare qu'il était né à Paris. Et on ne sait tout simplement pas ce qui est vrai et ce qui est faux. On ne sait vraiment pas. Mais nous avons ceci tiré des procès-verbaux de la banque Rothschild ici. Il est écrit qu'il est né le 21 décembre 1977 à Paris. Et il recommence. Et il continue simplement à faire cette erreur flagrante en disant qu'il est né à Paris. Mais cela doit être une erreur administrative.
D'ailleurs, Emmanuel lui-même n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a dit ceci en 2012, et je cite, « J'avais un parcours très incompréhensible. Personne ne pouvait me comprendre en dehors de Rothschild. » D'accord? Et lorsqu'il est devenu conseiller économique du président socialiste François Hollande, il a dit que David de Rothschild, je cite, « connaît mon engagement. Je suis sa couverture, sa protection. Quand la gauche est au pouvoir, je serai son protecteur. » Hein? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Emmanuel Macron? Tu vas être son protecteur quand tu arriveras au pouvoir. Je vais vous lire ce passage à propos de son ascension chez la banque Rothschild, parce qu'apparemment sa montée en grade n'avait aucun sens pour ses collègues. Ceci vient du livre de Xavier. Je cite, « Au sein de la banque, la progression d'Emmanuel Macron en a surpris plus d'un. » Cyril Harfouche a expliqué qu'il avait, je cite, « été identifié comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts. » Et Sophie Javary, qui l'a formé chez Rothschild & Co., rapporte qu'il avait, je cite, « des contacts de très haut niveau pour nos dossiers avec des liens avec l'État. » Fin de citation. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés étaient surpris par ses, je cite, « soutiens au plus haut niveau » de la banque, notamment David Rothschild et son bras droit, François Henrot, qui lui permettait parfois de, je cite, « contourner sa hiérarchie directe ». Ce soutien lui a permis de devenir, à l'âge de 32 ans, le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque, même si, selon d'autres employés, il était un piètre technicien. Je cite, « Macron n'y connaît pas grand-chose. » Je cite, « En réunion, on pouffe de rire et on pense ardemment, voilà encore une perle de Macron. » À présent, rapportant d'autres confidences de Rothschild et de co-dirigeants, le journaliste Mark Endwald confirme l'amertume suscitée par sa promotion accélérée. Je cite, « Chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais écrit une seule équation. Il ne savait même pas ce qu'est l'EBITDA, le bénéfice d'exploitation d'une entreprise. David de Rothschild a dû, je cite, « les violer pour le nommer associé gérant. » D'accord, l'idée qu'un associé gérant de la banque Rothschild ne sache même pas ce que signifie EBITDA, comme ça. Je veux dire, moi je ne suis pas une institution financière ici. Résultat avant intérêts et impôts. Il ne savait pas ce que c'était. Et donc, les gens autour de Rothschild, qui ont observé son ascension, en étaient amers et savaient que David de Rothschild y était pour quelque chose. Encore une fois, vous pouvez lire cela dans le livre du Wall Street Journal. Vous pouvez lire cela dans le livre de Mark Endwald, Le passé ambigu de Macron. Les gens ne comprennent pas comment il a simplement été propulsé dans cette banque. Et d'ailleurs, cette ascension a en fait eu lieu avant même qu'il n'arrive à la banque Rothschild. Cela s'est aussi produit à l'école. On nous a dit qu'il était Mozart, n'est-ce pas? On nous a dit que ce gamin avait juste ce qu'il fallait. Il était tout simplement brillant. Ils vont trouver ce point-là assez étrange. En 2002, à l'âge de 25 ans, Emmanuel Macron a été admis à l'ENA. C'est une école. C'est en gros l'École nationale d'administration, un programme de 3e cycle français hyper élitiste. C'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer aux auditeurs anglophones, d'accord? Pourtant, il a échoué 2 fois à l'entrée de cette école. Et puis, il a été admis comme par magie, sans avoir à répondre à la question posée lors de l'oral. C'est une étape pour entrer dans cette école d'élite, qu'il faut en gros fréquenter pour obtenir un poste de haut niveau comme cadre financier. Ils lui ont simplement permis d'être admis sans passer l'oral, comme si cela s'était déjà vu auparavant. OK. Puis, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve parmi les meilleurs de sa promotion et peut intégrer le corps des inspecteurs des finances. Et ses camarades, ses collègues autour de lui savaient clairement qu'il était idiot et que cela signifiait que le classement avait été truqué. Il y a donc eu une réaction publique parmi les autres étudiants de sa promotion. Ils se sont littéralement mobilisés contre les résultats frauduleux, ce qui a ensuite conduit le Conseil d'État à devoir intervenir et à annuler le classement de l'école pour cette année-là, pour la première fois dans l'histoire de l'école. OK, pour la première fois dans l'histoire de l'école, imaginez, vous aimez programme de MBA. Vous vous dites que ce gamin est un idiot. Ils ont publié le classement comme s'il était le plus intelligent de la classe. Ils ont dit, que se passe-t-il? C'est clairement cuit, c'est complètement cuit.
Et ils font participer le conseil d'État. Et ils s'en vont, tu sais quoi? Et si on n'avait pas eu de résultats cette année? Comme quoi? Petite parenthèse à ce sujet d'ailleurs. En 2021, quand Emmanuel Macron était président, il a décidé d'annuler essentiellement l'ENA. Il s'est dit, oh, en fait, on a besoin de plus de diversité dans la banque, donc on ne devrait même pas avoir ce programme. C'est ridicule, c'est fou. On a juste besoin de plus de diversité. Ouais. OK, mon pote, je suis sûre que c'est vraiment ça. Et on dirait que toute ta carrière, en fait, tu étais juste préparé pour ce moment. Ce moment où tu deviens président de la France. Et en réalité, ce que tu es, c'est la seule chose qu'on puisse vérifier, un étudiant en art dramatique. Tu sais jouer la comédie. Tu sais jouer la comédie et faire semblant d'être président alors qu'il y a clairement quelqu'un derrière toi qui t'a guidé toute ta vie. Un autre point étrange, c'est que lorsqu'il a été admis à la banque Rothschild en 2008, il était censé avoir rendu public un arrêté ministériel qui lui accordait une dispense du service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il a été exempté de cette procédure obligatoire. Donc, il n'a même pas eu à réintégrer son service civil. Lorsqu'il a ensuite quitté la banque et a été, comme par magie, nommé dans l'équipe du président Hollande en tant que conseiller économique. Genre quoi? En fait, le vice-président du Conseil de déontologie de l'État s'est exprimé à ce sujet. Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Il n'avait jamais vu quelqu'un bénéficier d'une telle exemption sans avoir à suivre certaines étapes. Je suis sûre que, tout comme les étudiants de l'ENA, ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui n'avait même pas pu entrer dans l'école, qui, manifestement, n'était pas le meilleur de la classe, se voir attribuer, comme par magie, le titre de meilleur élève et à qui on dit, en fait, c'est l'élève le plus brillant de la classe en réalité. Voilà où on en est. Scandalisés et à juste titre. Ceux de la banque Rothschild étaient indignés. Ce type ne sait pas ce qu'est l'EBITDA. On dirait, en fait, que c'est un idiot. C'est un idiot en matière de finances. Et il serait probablement incapable de s'exprimer de façon éloquente sur quoi que ce soit. Et il n'est que dans la performance. Ça me fait penser à l'histoire de ce politicien. Quand il parle des Pyrénées, du Pyrénéen, oh ma grand-mère, est-ce qu'elle, vous savez, tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'était qu'elle apprenne le français, vous voyez, parce qu'elle ne parlait que le pyrénéen, et il dit, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. C'est pour ça que je dis que ça me rappelle le candidat Manchu. Maintenant, en ce qui concerne la famille Rothschild, il y a tellement de choses que je pourrais dire ici. Mais je ne veux pas que cet épisode soit censuré sur YouTube. Disons simplement que vous pouvez faire des recherches sur n'importe lequel d'entre eux. Les liens avérés avec Jeffrey Epstein, les divers scandales de pédophilie et d'inceste qui abondent et qui ont entouré cette famille. Vous pouvez chercher n'importe quoi, mais sachez que tout journaliste qui commence à écrire là-dessus en France doit faire face à des accusations d'antisémitisme. C'est ça. Oh mon Dieu! Dieu nous en préserve! Il ne faudrait surtout pas rapporter des faits concernant la famille Rothschild et leur empire. Ce que nous allons faire ici à la place, c'est vous laisser avec ce qu'a dit Xavier Poussard, car je pense qu'il a parfaitement résumé la situation concernant les Rothschild. Il a écrit de façon notoire que la longévité des Rothschild et la préservation de leur fortune reposent sur une pratique étendue de l'endogamie et des alliances entre cousins. En somme, des mariages consanguins. Lors d'une conférence au Musée d'histoire de l'art, Nathalie Reams, cousine de David Rothschild, est allée plus loin en déclarant, je cite, « une pratique très courante dans ce genre de famille ». Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux, car ça reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés à garder le silence pour que rien ne sorte. Nous sommes élevés avec ce poids pour nous en assurer, et ça fonctionne. Nous ne parlons jamais. Xavier conclut en prononçant des mots qui font écho à ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête sur Brigitte. Une famille recluse dans le silence, jalouse de protéger un secret de famille, zélée à protéger un secret de famille devenu une affaire d'État. Et je vous le dis, dans ce chapitre de conclusion concernant les Rothschild, les scandales abondent, y compris des scandales qui concernent David de Rothschild. Vous voudrez vous procurer le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, car ce que je vous ai donné jusqu'à présent n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je ne peux pas vous expliquer combien de scandales pédophiles j'ai retirés de ce podcast, encore une fois,
parce que je me dis que c'est sur YouTube, donc je dois rendre cela aussi tout public que possible. Il ne peut pas s'agir continuellement de simples coïncidences, d'accord? Il y a tout simplement beaucoup trop de coïncidences qui s'accumulent. Tu ne peux pas jouer la carte du « tous mes potes sont des pédophiles et des trans sauf moi ». Je ne sais pas. Je me sentirais juste un peu bizarre par rapport à ça, non? Si tu avais juste quelqu'un dans ta vie et que tu te disais « je te jure, tout le monde autour de moi est impliqué là-dedans, mais pas moi », tu vois? C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron essaie de nous faire avaler en ce moment. Tout le monde est impliqué dans toutes ces histoires, mais pas moi. Maintenant, quand je le regarde après avoir lu ce livre, je me dis que c'est un idiot. C'est juste une marionnette. Et il a été formaté depuis qu'il est enfant, mais formaté par qui? Qui est son père? Qui est son père? S'il n'a pas cette relation avec Jean-Michel, on a découvert tout au long de cette affaire qu'il ne semble pas vraiment avoir de lien étroit avec ses parents ou peut-être avec ses médecins. Je ne sais pas. Vous pouvez leur poser des questions directes, mais ils ne veulent répondre à aucune de ces questions parce qu'ils savent que nous avons compris le jeu. Et le jeu, c'est que vous devez être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions parce qu'ils peuvent changer d'identité et ils peuvent changer de nom. La famille a cette capacité. Donc, si vous vous demandez pourquoi Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron, qu'est-ce qui a exactement sauvé Xavier Poussard? Alors que les femmes, Natasha Ray et Amandine Roy, qui ont fait un travail remarquable, ont fini par être poursuivies pour de petites erreurs. La réponse est en fait assez drôle parce qu'elle se résume, en quelque sorte, aux différences entre les hommes et les femmes. Donc, je dirais que les femmes, avant tout, ont tendance à être plus intuitives. Nous sommes plus intuitives. Nous suivons notre instinct. Je dis ça tout le temps à mon mari. Cette personne me donne juste une mauvaise impression. Je ne fais pas confiance à cette personne. J'ai tendance à suivre mon instinct beaucoup plus souvent. Je crois vraiment que nous avons l'intuition de Dieu, surtout quand il s'agit de nos enfants. Mais les hommes ont tendance à être un peu plus techniques, non? Eux, ils auront besoin de calculer quelque chose mathématiquement pour être sûrs de quelque chose. Et ils vont remettre les choses en question et peut-être ne pas suivre leur instinct tout le temps ou même ne pas suivre leur instinct du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Natasha Ray et Xavier Poussard. Donc, Xavier Poussard a utilisé une technologie. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière ou il y a quelques jours, mais je veux vous montrer cette technologie parce que quand il m'en a parlé, mon cerveau de fille s'est juste dit « Bon, je ne suis pas branché IA, je ne suis pas branché technologie. » Mais quand il m'a expliqué que cette technologie, appelée Face++, est en fait classée par le Forum économique mondial parmi les 11 entreprises les plus intelligentes. Elle a son siège à Pékin, en Chine. Comme je vous l'ai mentionné, c'est le logiciel que la Chine utilise pour la reconnaissance faciale. Et quand il m'a montré à quel point c'était précis, j'ai été littéralement choquée. J'étais vraiment choquée, émerveillée, puis terrifiée par la direction que prend le monde. Quand on pense à ces mondialistes qui, selon moi, veulent nous transformer en une sorte d'esclaves technologiques, et qu'on réalise que cette intelligence artificielle est d'une précision redoutable, et donc, oui, elle est valorisée à 1 milliard de dollars. D'après le site du Forum économique mondial, on apprend qu'elle a été fondée en 2011 et qu'elle est un leader dans l'industrie des machines, de l'intelligence artificielle visuelle et des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, je veux vous montrer, tout comme il m'a montré, cette technologie. Et je faisais un peu des tests pour voir si elle pouvait se tromper, pour mesurer à quel point elle était précise. Parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque de chirurgie esthétique, n'est-ce pas? Les femmes peuvent littéralement changer de visage. Et le fait que cette technologie soit encore capable d'identifier qui est la personne me sidère. Voici donc un exemple qui figure aussi dans son livre. Mais je veux attirer votre attention sur Kim Basinger, là à droite, qui a beaucoup modifié son visage. D'accord? C'est toujours, elle sait ce qu'elle regarde et elle dit oui, non, c'est toujours Kim Basinger. Et elle revient avec un pourcentage et vous dit essentiellement que si vous atteignez la zone des 75%, que vous dépassez les 70%, c'est très élevé. Comme, oui, nous sommes certains que c'est elle et c'est bien elle, c'est précisément elle. Je vais aussi vous montrer qu'elle est même capable d'analyser une photo d'enfance, et même si cela peut faire baisser ou diminuer le score, et que vous n'atteignez peut-être pas la barre des 70%, mais plutôt celle des 60% élevés, elle est tout de même capable de vous dire que oui, c'est bien la bonne personne.
Donc ici, vous voyez Shirley Temple, en bas, la Hillary Clinton. Je veux dire, son visage n'a vraiment pas beaucoup changé depuis qu'elle était enfant, mais il y a une confiance de 78%. En haut, bien sûr, vous avez la princesse Diana. Vous avez la reine. Il est capable de revenir et de vous dire, malgré tout ce temps et cet âge, que c'est la même personne, ce qui est incroyable, comme je l'ai dit. Et ici, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour moi, si j'avais dû parier sur un cheval, j'aurais misé sur Natasha Ray et son instinct. Lorsqu'elle a vu pour la première fois cette photo d'André Lewis à son mariage, puis qu'elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelait John Lewis, d'accord? Donc, en regardant simplement cette photo à gauche, il y a la photo de mariage. Évidemment, le marié à droite, c'est son cousin. C'est John Lewis. Donc, pour moi, j'aurais pensé que c'était la même personne. Alors, elle a regardé cette photo et elle s'est dit, non, en fait, je pense que la personne sur la photo est ce type-là. Et je pense qu'ils essaient de nous manipuler. Et si je m'étais contentée de regarder ces photos et de faire confiance à mes propres yeux, j'aurais totalement approuvé ce que Natasha Ray a dit. Ça a vraiment l'air d'être exactement la même personne. Mais Xavier Poussard, donc Natasha a dit ou écrit cela et elle a été poursuivie pour diffamation. Xavier Poussard, lui, a plutôt passé ces 2 photos dans sa technologie et celle-ci lui a dit non. Elle a dit que ce n'était pas la même personne sur Face++. Le résultat est revenu à 52%. Pourcentage faible. Alors il s'est dit, d'accord, il doit me manquer quelque chose. Je vais me fier à la technologie. Elle me dit que ce sont 2 personnes différentes. Ses cousins germains se ressemblent beaucoup, mais la technologie l'a détecté. Et bien sûr, nous avons ensuite appris, comme nous l'avons vu hier, ou plutôt il y a 2 jours, qu'il s'agissait en fait d'une personne différente, que Jean-Louis Osier était un cousin germain. Il n'était en réalité pas la même personne que celle qui était sur la photo, ce qui explique pourquoi elle a de nouveau été poursuivie pour diffamation. Ne pas attaquer le fond de ses affirmations, ne pas remettre en question si Brigitte avait ou non fait la transition depuis Jean-Michel Trogneau, mais plutôt s'en prendre à une erreur qui peut survenir lors d'une enquête, surtout quand les gens refusent de vous donner des réponses et bien souvent vous envoient intentionnellement sur une fausse piste, n'est-ce pas? Donc, concernant Brigitte Macron, qui a maintenant changé de visage, comme nous l'avons appris, nous savons qu'elle consulte ce médecin, qu'elle subit une chirurgie de féminisation. C'est une bonne méthode. Et en plus, elle a maintenant dans les 80 ans, n'est-ce pas? Et nous n'avons que des photos de son enfance, seulement des photos de Jean-Michel Trogneau lorsqu'il était enfant. Quand on compare cela avec la technologie donne ce résultat. Elle nous indique qu'il y a une forte probabilité, et cela avec des dents artificielles, des dents différentes, n'est-ce pas? Elle nous dit que c'est ce garçon sur cette photo de classe, d'accord? C'est ce garçon sur cette photo de classe. Le résultat passe de normal à élevé, le plus haut étant à 17,3%. Et cela uniquement avec la photo de classe et des années de travail, d'accord? Nous ne comparons même pas cela aux photos de classe où elle avait encore les dents que vous voyez là, à gauche, n'est-ce pas? Quand Brigitte avait encore ses dents, c'est avec énormément de travail réalisé par le magicien. À la communauté transgenre, n'est-ce pas? Un homme capable de te transformer en femme, qui te regarde les femmes comme si elles étaient de l'argile. Et il est toujours certain qu'il s'agit de Brigitte Macron, d'accord? Que ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain que la femme sur la photo de mariage, donc plus âgée, Brigitte Trogneau, qui a épousé André Lewis, n'est pas la première dame Brigitte Macron que nous voyons aujourd'hui. Le résultat revient faible. La probabilité que ce soit les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu dire par « le résultat revient faible » ? Ceci nous donne peut-être la réponse à la question de savoir pourquoi elle ne répondra pas. Elle ne rejoindra pas une action en justice et n'affirmera pas formellement en disant simplement que c'est elle sur la photo. D'accord, elle ne répondra pas à mes questions alors que notre équipe juridique est intervenue et que nous avons dit que nous ne voulions pas mentir. Tout comme Xavier, nous ne sommes pas là pour répandre des mensonges. D'accord, ça ne m'aide pas. Ça ne donne pas envie à mon public de revenir à mon émission. Quand je me fais prendre à mentir intentionnellement et à diffamer quelqu'un juste pour le plaisir, aide-moi à t'aider, Brigitte. Est-ce toi sur la photo de mariage? Elle ne veut pas répondre. Si on regarde la technologie de l'IA, la raison pour laquelle elle ne répond pas est que ce n'est pas elle sur la photo. C'est quelqu'un d'autre.
Et cette autre personne s'appelait Brigitte Trogneux. C'est très intéressant. Jean-Michel Trogneux à ce mariage. Nous n'avons pas le droit de voir des photos de lui à ce mariage, car apparemment, toutes les photos ont été détruites. À part 2 photos persistantes de André Louis, et c'est pareil pour Brigitte Trogneux. Nous constatons simplement que, malgré toutes les photos qui devraient être disponibles, nous n'arrivons même pas à mettre la main sur des photos de classe. Des photos de classe. Ils ne veulent tout simplement pas les donner. Ils ne veulent pas les céder. Il n'existe rien. Tout a simplement été effacé. Une personne entière a tout simplement été effacée. D'accord. Et concernant la photo de communion, que nous avons immédiatement regardée en disant « ça ne ressemble en rien à la première dame », je regarde mes yeux. Ça donne cette réponse. Le texte dit « non, encore une fois, non, ça ne marche pas. Désolé, ce n'est pas elle. » D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Ce qu'on en déduit, c'est que les photos que Mimi Marchand, la meilleure agence d'images, Mimi Marchand, qui traîne avec les gangsters pour faire des affaires, en veillant à ce que les scandales de pédophilie ne paraissent pas dans la presse, des scandales de pédophilie écœurants. Elle empêche que cela sorte dans la presse. C'est la papesse des media people. Rien ne s'imprime sans son accord. C'est une personne par qui les documentaristes doivent passer pour obtenir la moindre image de la première dame. Et même quand ils obtiennent ces images, elles sont rares et espacées. Mais 3 d'entre elles sont entrées dans le domaine public concernant son enfance. Et toutes ces photos, 1 ou 2 de son enfance en fait, et 1 de son mariage, prétendu mariage. Eh bien, un logiciel technologique chinois, approuvé par le VAIEF comme étant le meilleur du secteur, nous dit que ce n'est pas l'actuelle première dame de France. Que devons-nous en penser? Que devons-nous en penser? Le silence, les moqueries, les techniques d'intimidation, s'en prendre aux gens pour des questions fiscales, envoyer l'équivalent du fisc français pour traquer les gens quand ils ne peuvent pas les avoir, pour diffamation, s'acharner, essayer de découvrir qui finance les gens. Le fait que notre interview avec Xavier Poussard ait été supprimée de YouTube pour des raisons obscures, comme cela s'est déjà produit par le passé. Exiger la censure, accuser Xavier Poussard d'antisémitisme pour un article qu'il a écrit et qui n'avait rien à voir. Rien à voir d'ailleurs avec quoi que ce soit concernant Brigitte Macron. Mais il a dit dans un article qu'il a écrit il y a 5 ans, qui parlait du pouvoir qui contrôle tous les médias en France. On l'attaque pour antisémitisme. Il n'a même pas dit que ces personnes étaient juives. Il a simplement écrit les noms des personnes qui détiennent le pouvoir dans les médias en France. Il cherche n'importe quoi au lieu de simplement quoi. Nous montrer des photos de votre vie mariée à André Louis? Allez-vous nous dire que cela aussi a été détruit de la même manière? Ou devons-nous comprendre que la personne qui vit au palais de l'Élysée, la personne qui a définitivement façonné le président, qui en réalité n'a pas été si honnête sur son passé, qui n'est pas le génie virtuose présenté au public, Brigitte Macron, peut-être, et Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qui, lors d'une transition, l'image que je vois en ce moment, et je suis prêt à la corriger à nouveau car je sais que vous nous regardez à l'Élysée. S'il vous plaît, répondez simplement à nos 21 questions parce que l'image que je me fais de tout cela, et encore une fois, nous n'avons même pas encore abordé l'interview explosive de Xavier Poussard, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans les années 80, il s'est passé quelque chose au milieu des années 70 et dans les années 80. Véronique Drew, Jean-Michel Trogneux, votre réapparition en 1986 en tant qu'enseignant, les mensonges que vous avez racontés à la sexy Claudia Schiffer, elles n'existaient même pas à l'époque. On ne voit pas une femme avec des jambes irrésistibles que les jeunes garçons n'auraient pas pu attendre. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. De quoi parlez-vous? Qui a validé ces mensonges dans la presse? Qui êtes-vous vraiment? Et quelle est votre relation avec Emmanuel Macron? Quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec vous? Quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques? Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un neveu pour moi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche quand je regarde cette photo. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Et bien sûr, il serait si simple de répondre à ces questions et pourtant vous refusez de le faire.
Vous allez jusqu'à essayer d'intimider un journaliste américain. Et je dois absolument vous dire que cela ne vous fait paraître que extrêmement et indéniablement coupable. C'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Avant de passer à quelques-uns de vos commentaires, je vais maintenant vous rappeler American Financing, car je sais que la personne moyenne a du mal à suivre ses dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste peu de choses à la fin du mois pour couvrir des extras. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations. Les dépenses augmentent et il est très difficile de s'en sortir sans utiliser de carte de crédit. Si vous êtes propriétaire et en avez assez de ce cercle vicieux, appelez American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit avec un taux dans les 20 ou 30%, American Financing peut vous montrer comment utiliser votre valeur nette pour sortir de l'endettement. Les conseillers hypothécaires rémunérés à salaire aident leurs clients à économiser 800 $ par mois. Commencez aujourd'hui et vous pourriez ne pas payer votre prêt immobilier le mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne coûte rien de savoir combien vous pourriez économiser chaque mois. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net/Owens. C'est American Financing Net Owens. Très bien, les gars. Nous allons donc diffuser en avant-première l'interview de Xavier Poussard. Je voulais faire un épisode de plus à ce sujet parce que il y a des choses dont il a parlé que je voulais vous expliquer, notamment lorsqu'il évoque le logiciel qui lui a vraiment permis d'éviter de commettre des erreurs ou de faire des suppositions qui auraient pu leur donner l'occasion de l'attaquer. Nous allons donc diffuser la première partie de l'interview ici sur YouTube. Puis nous mettrons le reste sur Candice, qui fonctionne très bien et est incroyable. Merci à Patmos, qui est une équipe formidable. C'est eux qui ont créé notre site Web. Ils sont l'alternative la plus fiable à l'hébergement des grandes entreprises technologiques et leur service est excellent. L'hébergement est sécurisé et je suis désormais officiellement libre de dire tout ce que je veux dans l'émission sans craindre d'être annulé par mon hébergeur. Nous sommes donc reconnaissants envers Patmos, patmos.tech. Si vous faites partie de ceux qui recherchent aussi cette liberté, vous pouvez faire le changement et leur confier l'hébergement de vos contenus sur patmos.tech. Très bien, passons à certains de vos commentaires. Je sais que certains d'entre vous, en fait, ont déjà acheté le livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte, et vous avez sauté le pas et en avez appris davantage. Et comme je l'ai dit, je n'ai même pas encore effleuré la surface. Et donc, après vous avoir montré notre interview, nous irons encore plus loin car vous aurez des questions sur la personne qu'ils essaient maintenant de présenter et de suggérer comme pouvant être Jean-Michel Trogneau. Ceux d'entre vous qui sont arrivés à ce passage concernant le petit gars potelé qu'ils essaient de faire passer pour Jean-Michel Trogneau, qui, curieusement, ne s'est pas tenu avec sa famille lors de l'inauguration, mais avec les Rothschild, nous aborderons tout cela probablement dans un épisode après l'interview avec Xavier afin que vous puissiez assembler cette pièce du puzzle. Il suffit de dire que la technologie d'IA dit non. Ce n'est pas Jean-Michel Trogneau. Non. Cette personne, The Hand, écrit « Candice, honte à toi de m'avoir entraîné dans ce terrier de lapin. Avec toi pour la vérité, parce que maintenant je suis complètement impliquée. Il y a définitivement quelque chose de louche chez MCR. Premier gentleman Brigitte Macron, la mascarade est terminée. Je suis d'accord. Christ écrit. Merci, Candice, pour ce que tu es et tout ce que tu fais. Christ écrit. Tu te souviens peut-être de moi plus tôt cette année, j'avais trouvé une belle Bible par terre en promenant mon chien. J'ai assisté à ma première messe catholique ce matin et je voulais le partager. Merci de m'avoir aidé à trouver le Christ. Que Dieu te bénisse. Quelle histoire incroyable, vraiment incroyable. Jessica Wicker s'écrit « J'adore ces séries d'enquêtes. Ta rigueur est incroyable, surtout avec le bébé numéro 4 en route. Et étant donné tes précédentes expériences à l'hôpital, prévois-tu un accouchement à domicile ou travailles-tu avec une sage-femme? Je serais très heureuse d'accoucher à la maison, mais mon mari ne veut pas que je prévoie cela. Il me dit « Tout s'est toujours bien passé. Tu as des grossesses très faciles et nous avons eu de bons accouchements. J'ai eu une très mauvaise expérience à l'hôpital et nous avons fini par sortir mon bébé de là. » C'était vraiment plus à cause des vaccins et des médicaments que de l'accouchement en lui-même. Donc, il ne veut pas changer la formule. On n'est pas d'accord là-dessus, mais j'adorerais accoucher à la maison. Alors, il se peut que je commence le travail sans lui dire, jusqu'à ce que le bébé soit sur le point de sortir. Si Soliday écrit « Point de vue, moi demandant à tout le monde dans ma vie, saviez-vous que la femme du président de la France est un homme? » Oui, tu sais ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, si tu regardes en arrière,
Quand je me suis d'abord intéressée à cette histoire et que je l'ai annoncée dans mon précédent podcast, les journalistes se sont précipités instantanément pour dire que c'était insensé. Ce sont des personnes dont tu devrais vraiment te méfier. Je critique tout le temps Bari Weiss parce qu'elle a écrit tout un article sur moi. Des gens essayaient d'utiliser la psychologie de Sigmund Freud pour dire « Oh, elle doit faire une dépression nerveuse ». Peux-tu imaginer qu'on essaie d'attribuer de l'hystérie à quelqu'un qui enquête sur une histoire de perversion, de pédophilie et de manipulation? Qu'est-ce que cela te dit sur notre appareil médiatique traditionnel? Cela devrait te montrer qu'il ne travaille pas pour le peuple. Il travaille à protéger l'État et ceux qui dirigent l'État. Et c'est une histoire, comme je l'ai dit, qui est mondiale. Je pense qu'il y a trop de similitudes entre l'enfance d'Emmanuel Macron. Et comme nous avons parlé de l'enfance de Kamala Harris, de l'enfance de Barack Obama, tu sais, ces personnes élevées par leurs grands-parents à une époque où l'on sait que le programme MKUltra était en cours. Et il y a quelque chose de très, très louche là-dedans. Il y a trop de similitudes, c'est ce que je dirais. Luc écrit « Creuse, creuse et creuse encore ». Découvre qui se cache derrière cette personne. 47 ans contre une fille de 14 ans, ce n'est pas acceptable. Que se passe-t-il avec les élites? C'est grave. Elle avait, tu voulais dire 37 ans? Désolé, elle avait 14 ans. Elle avait 39 ans. Christ Fortin écrit « Nos salutations sincères à Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, Liliane de Rothschild, Petafine Osière et Gigi Trogneux qui, d'une manière ou d'une autre, sont tous avec nous ce soir. En effet, ils le sont. J'entends des rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron chercherait même à embaucher des personnes en relations publiques pour gérer la détérioration de son image. Et Tiffane reste silencieuse. J'ai beaucoup de questions à son sujet, c'est le seul enfant qui semble vraiment s'exprimer. Et c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux, mais nous savons que, quoi qu'il soit arrivé à la véritable Brigitte Trogneux, Tiffon aurait été trop jeune pour s'en souvenir. Donc, je trouve cela assez intéressant et c'est pourquoi nous avons créé une chronologie que nous devrions partager avec vous tous afin que vous puissiez saisir un peu les mouvements ici, comme une chronologie de Brigitte Trogneux, une chronologie de Jean-Michel Trogneux, un peu comme l'effacement et la disparition des deux, puis la réapparition de Brigitte Osière, qui deviendra plus tard Macron. C'est une histoire trop parfaite quand on commence à s'y intéresser. Mais bref, les amis, je vous rappelle simplement que si vous voulez soutenir notre travail, rendez-vous sur Candice. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous inscrire. Nous avons toute une série sur les vaccins. Vous pouvez également nous soutenir en achetant mon deuxième livre qui est disponible en pré-vente. Rendez-vous sur Candice. Il y a tellement de façons de soutenir les journalistes indépendants et les personnes qui prennent ces risques et racontent ces histoires parce que je pense vraiment que nous vivons un éveil mondial. Et nous réalisons qu'il se passe quelque chose de très sombre et de très pervers, et qu'il y a trop de pouvoirs qui essaient de nous empêcher d'avoir cette conversation. Et il va falloir que nous nous soutenions et nous éduquions les uns les autres pour que nous puissions réellement changer les choses pour nos enfants. Et c'est mon engagement dans tout ça, d'ailleurs. C'est ça mon enjeu dans cette histoire. J'ai des enfants qui doivent grandir dans ce monde. Et plus j'en apprends sur ce qui s'est passé et ce qui se passe, plus ça me terrifie. Et donc, je ne me tais pas. Alors, Emmanuel Macron, comment je m'en sors pour me taire? Tu m'as quand même dit de me taire, en gros, sur une centaine de pages. Tu as dit « ne dis rien ». Et je n'ai pas réussi à ne rien dire. J'ai vraiment échoué à ne rien dire. Je ne suis tout simplement pas douée pour ça. Ce n'est pas mon truc. Bref, les amis, on se retrouve demain.